Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Fanny, thérapeute, et je vous accompagne pour mieux comprendre les mécanismes qui se jouent sur le plan familial, inconscient, transgénérationnel. Aujourd'hui, on va aborder la thématique du père absent. Suite au podcast que j'ai fait donc la semaine dernière et la semaine d'avant, je vais aborder la mère toxique, les différents profils, qu'elle soit castratrice, contrôlante, etc. En fait, j'ai eu plusieurs questions par rapport à la place du père dans tout ça. Alors, je l'ai un peu évoqué. Là, je vais la développer davantage dans le sens où, à partir du moment où il y a une maman toxique, généralement, on a un père qui est absent. Et comme je le disais, souvent, c'est le combo gagnant, les deux. Parce que pour avoir zéro estime de soi et zéro confiance en soi à l'âge adulte, quand on a eu des parents dans ce profil-là, donc mère toxique, père absent. Alors absent symboliquement ou physiquement, hein. Il peut tout à fait être absent émotionnellement alors que physiquement il est présent. Ou alors ça peut être un papa décédé aussi ou le divorce, enfin il y a plusieurs cas. Mais dans tous les cas, un papa qui fait pas son job, quelle que soit la raison, ça aura des conséquences évidemment sur le plan émotionnel, affectif, psychologique de l'enfant, qui va souvent garder durant toute sa vie, si effectivement il n'y a pas un travail qui est engagé, une thérapie ou autre, qui va le libérer de ses conditionnements. Alors l'abandon paternel, donc ça génère beaucoup de souffrance et ça laisse des traces émotionnelles évidemment qui peuvent persister tout au long de notre vie. Et en fait, il y a beaucoup d'études qui démontrent aujourd'hui que des parents qui sont impliqués dans l'éducation de leurs enfants, ces enfants ils vont avoir une plus haute estime d'eux, ils vont être émotionnellement plus sécures, ils seront moins susceptibles d'abandonner l'école, par exemple. Ils vont développer des relations sociales et affectives qui vont être plus saines. Ils sont moins susceptibles aussi de consommer des drogues. Ils sont moins sujets aux addictions. Et ils sont plus équilibrés psychologiquement. Et ils ont pu développer évidemment plus d'empathie. Donc si le parent est impliqué, il est attentionné, il est affectueux, en fait s'il remplit le réservoir d'amour de son enfant, s'il est attentif à lui et il est tout simplement présent, parce que des fois les enfants ils ont juste besoin de présence. On ne parle pas forcément de faire quelque chose avec, alors bien évidemment on peut le faire aussi, mais des fois l'enfant il a juste besoin de la présence du parent, de sentir qu'il est là. Et rien que ça, parfois, c'est vraiment ce que j'appelle être dans son féminin, parce que c'est la partie féminine de l'être humain. On a tous du féminin et du masculin à l'intérieur de soi, qu'on soit homme ou femme. Et quand on est dans sa présence, qu'on n'est pas forcément en train de faire quelque chose, qu'on est juste dans « je suis là », point, ça s'arrête là. Rien que ça, des fois, c'est juste réconfortant pour l'enfant. Donc, en fait, le parent, il peut largement contribuer au développement social, émotionnel, cognitif de son enfant et surtout donc à une bonne estime de soi et à sa réussite scolaire. Et moi, je le vois souvent dans les gens que j'accompagne. Bien souvent, alors je parle pas des enfants au potentiel, etc. Je parle des parents en fait qui accompagnent leurs enfants dans leur scolarité, qui sont présents, qui remplissent leur réservoir d'amour, etc. Bien souvent, ces enfants-là, on ne parle pas forcément d'exceller à l'école, mais en tout cas, ils ont une scolarité relativement tranquille, paisible. On sent qu'il n'y a pas de peur, d'angoisse, de stress, etc. Il n'y a pas de pression, en fait. À l'inverse, quand il y a une défaillance parentale, et encore une fois, je ne dis pas du tout ça pour faire culpabiliser qui que ce soit, parce que moi-même, j'ai des enfants et je sais très bien qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour être un bon parent. Mais en tout cas, quand il y a une défaillance de présence, d'accompagnement, d'attention ou peut-être pas suffisamment de câlin, parce que des fois, ça se résume à ça. Et c'est impressionnant les situations que ça peut débloquer quand un des deux parents, voire les deux parents, prennent le temps d'écouter leurs enfants ou juste de leur faire des câlins. Ça débloque plein de situations qui étaient en stand-by chez l'enfant. Donc là, l'idée, en fait, c'est ça, c'est que en fonction de comment aussi ça se passe à l'école, ça fait effet miroir avec comment ça se passe à la maison pour l'enfant. Si vous sentez que votre enfant à l'école c'est pas facile, et encore une fois je ne parle pas des troubles avec tous les 10 etc, parce que là c'est encore autre chose, je parle juste d'un enfant qui a un profil classique sans trouble, sans diagnostic ou autre. Si sa scolarité est compliquée, si le rapport à l'autre à l'école est compliqué, s'il y a de la violence, s'il y a un problème pour respecter le cadre de l'école, etc., souvent, il est intéressant de regarder comment ça se passe à la maison. Et on peut s'apercevoir que bien souvent, ce sont des enfants qui ont des besoins qui ne sont pas comblés et qui ont besoin d'être bien plus accompagnés, plus attentionnés, surtout, si j'ai envie de dire, s'ils sont
dans le cadre d'une hypersensibilité ou autre, ces enfants-là auront besoin de 2 fois plus de présence, 2 fois plus de câlins. Et souvent, en tant que parent, on a envie de donner des conseils parce qu'on a l'expérience et une forme de sagesse aussi qui se développe au fil des années. Mais la priorité numéro 1 d'un enfant, c'est quoi? C'est avoir de l'amour. Notre job en tant que parent, évidemment, ça va être de lui apprendre à devenir autonome pour que lorsqu'il va quitter la maison, il soit apte à se prendre en charge. Mais avant ça, notre job, ça va être aussi de le protéger, de le sécuriser. Je parle de tout ça, mais c'est un équilibre. On n'est pas dans la surprotection ou dans le contrôle de l'enfant, encore une fois, parce que ça devient des comportements toxiques. C'est pas ça, c'est j'accompagne mon enfant en respectant ses besoins. Et en respectant son profil, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5 enfants. On sait très bien qu'il n'y en a pas un seul qui sera identique. Et on sait très bien aussi que, en tant que parent, ce qui va fonctionner avec l'un ne fonctionnera pas forcément avec l'autre. D'où l'intérêt d'apprendre à bien connaître ses enfants et leurs besoins. Et si tu te sens paumé dans ton rôle de parent, parce qu'encore une fois, c'est pas facile de dealer avec tout ce qu'on met en place dans la société. Donc, faut être au boulot, faut gagner de l'argent, il faut entretenir la maison, il faut s'occuper des enfants, il faut payer les factures. J'ai bien conscience de tout ça. Donc, évidemment, c'est très compliqué avec la charge mentale aujourd'hui qu'on peut avoir d'optimiser les temps qu'on a avec nos enfants, parce que des fois, tu as ta journée dans les pattes et tu n'as qu'une envie, en fait, c'est de te poser, je sais pas, de boire ta tisane en regardant ton émission et juste qu'on te demande plus rien. Et là arrive en fait ta deuxième journée de boulot, c'est-à-dire la maison. Faut faire à manger, faut s'occuper des devoirs, faut être là pour les enfants s'il y a eu un bug dans la journée et qu'ils sont pas bien émotionnellement. Donc forcément, ça fait beaucoup de charge mentale et ça peut générer aussi beaucoup de stress en tant que parent. C'est pourquoi, dans notre rôle de parent, encore une fois, il va être important de prendre soin de soi. Parce que vous ne pourrez pas être disponible pour vos enfants si déjà vous-même, vous n'allez pas bien. Et c'est là la complexité de se dégager du temps pour soi, pour se poser, pour faire un truc qui plaît et de se régénérer en fait. Alors quand je dis faire un truc qui plaît, c'est pas forcément aller faire du shopping ou se faire un ciné, et ça peut être ça, mais ça peut être une balade dans la forêt, ça peut être je vais me poser une demi-heure et juste je vais me faire une petite relaxation que je trouve sur YouTube ou tiens, vous faites des méditations, moi j'en ai sur ma chaîne, mais juste prendre un temps pour moi, pour me régénérer avec ce qui me fait du bien. Ça peut être dessiner, chanter, danser, c'est vrai que là après c'est la créativité de chacun. Mais à partir du moment où je me sens bien avec moi et je me sens régénérée, je vais pouvoir être disponible pour mon enfant. Alors qu'à l'inverse, si je suis déjà dans le speed, que j'en ai plein la tête, que je suis méga chargée, qu'énergétiquement je vais pas bien, émotionnellement j'ai du mal à gérer mes émotions, etc., etc., n'oubliez pas que votre enfant, il vous renvoie ce que vous êtes. On le dit souvent dans le développement personnel, mais nos enfants sont nos plus grands enseignants et moi j'y crois beaucoup à ça parce que c'est quelque chose que j'applique avec mes enfants. C'est que quand je sens qu'ils ne vont pas bien ou qu'il y a quelque chose qui est défaillant chez eux, je regarde l'écho que ça fait chez moi. Parce que je sais très bien qu'ils me montrent chez moi, en fait, par effet miroir, ce qui ne va pas en ce moment et dont j'ai pas forcément conscience. Parce que des fois, tout ça est tellement logé au niveau de notre inconscient qu'on pense que c'est notre enfant qui a un problème. Et en fait, c'est pas lui qui a un problème, c'est nous en tant qu'adultes qui avons un problème et il nous montre cette part de nous qui n'est pas mis en lumière dans la conscience et qui n'est pas réglée. Je le vois très souvent chez les enfants violents. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'ils mettent en lumière des parts transgénérationnelles, souvent de leurs parents ou au-dessus, qui n'ont pas été réglées. Et souvent, en tant qu'adulte, quand on a eu des enfances compliquées ou autres, ou des fois par rapport à des traumas, on a des parts de violence. De toute façon, l'être humain, il peut être tout, il a tous les potentiels. Il peut être la plus belle des personnes comme la pire des crevures, on a tout à l'intérieur de soi. Je pense que le leurre, c'est de se dire qu'on est une bonne personne. Adhérer au concept de je suis la bonne personne, je suis pure, je suis un ange, des trucs comme ça. Bref, moi, j'adhère pas du tout à ça parce que je trouve que c'est n'importe quoi et ça, pour moi, ça s'appelle être perché. Mais être humain, oui, c'est avoir conscience qu'on a toutes les polarités en nous. Donc on a le pire, mais on a aussi le meilleur. Donc l'idée, c'est pas de se dire je joue à être la bonne personne parce que je pense qu'on se ment à soi-même, on est dans un déni profond quand on fait ça. C'est oui, je fais de mon mieux et des fois, je fais de la merde. Ouais, des fois, je peux être une connasse, comme tout le monde en fait. Et c'est juste être humaine. Et ça devient un non-sujet à partir du moment où je l'accepte. Je dis pas qu'il faut le développer, je dis juste que oui, comme tout le monde, comme n'importe quel être humain, on fait des erreurs et on apprend au fur et à mesure.
Et je pense qu'avoir cette tolérance vis-à-vis de soi et de faire de son mieux, c'est un des plus beaux enseignements aussi qu'on peut apprendre à nos enfants. Ça sert à rien de les ériger en perfection et de leur dire qu'il en faut toujours plus, ou à l'inverse, leur dire qu'il en faut toujours moins et être complètement laxiste. Et en gros, pour moi, ça s'appelle abandonner et lâcher l'affaire. C'est trouver un espèce de juste milieu qui est pas facile parce que ce juste milieu, en fait, il est très personnel à chacun, en fonction du vécu de chacun. Donc, encore une fois, ça demande de prendre du recul, de prendre le temps de s'intérioriser et de regarder ce qu'il y a à régler dans sa vie en tant qu'adulte pour que nos enfants n'en héritent pas. Et je parlais de ce sujet de la violence. Bien souvent, les enfants violents que moi j'ai pu avoir, que ce soit des enfants ou des ados, le problème est le même, hein. C'est au niveau des parents où il y a eu une démission. Il y a un moment, les parents, ils ont laissé tomber. Ou alors, c'est le parent qui porte en lui cette violence, qui l'a refoulée ou qui ne veut pas admettre, qui ne veut pas reconnaître. Bref, pour plein de raisons différentes. Et du coup, l'enfant va lui montrer. Donc, quand on commence à appliquer ça en tant que parent, la vie commence à devenir un peu plus simple parce qu'au lieu de chercher qu'est-ce qui ne va pas chez mon enfant, c'est plutôt qu'est-ce qui ne va pas chez le ou les parents et qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça change. Et donc là où je voulais en venir, c'est que évidemment, la chose numéro 1 à faire si vous sentez que votre enfant ne va pas bien, c'est de se poser avec lui et de ne pas lui donner de conseils, mais prendre le temps de l'écouter. C'est quelque chose qui est un peu négligé parce qu'encore une fois, on veut le meilleur pour nos enfants, donc on a envie de leur expliquer la vie, sauf qu'on oublie qu'ils ne sont pas nous. Donc vous pouvez tout à fait être avec votre enfant à lui expliquer la vie, sauf que en fait, une fois de plus, on va encore lui expliquer des choses. Alors déjà qu'on lui en explique toute la journée à l'école, au collège, au lycée, bref, on lui explique tous les jours ce qu'il faut qu'il sache, qu'il faut qu'il apprenne et tout. Il y a un moment, il est important pour un enfant, un ado, d'avoir cet espace de liberté, de pouvoir exprimer qui il est, comment il voit la vie, c'est quoi ses besoins, et notamment les besoins, j'insiste dessus, parce que quand vous avez un enfant, un ado qui n'est pas bien, c'est vraiment important de se poser, de lui demander « Explique-moi comment tu te sens. Comment tu te sens à l'intérieur de toi ?» Déjà pour qu'il pose des mots sur son ressenti, mais après pouvoir déterminer de quoi il a besoin. Et ça, c'est pas vous qui le savez, c'est lui, hein. Alors après, tout dépend l'âge, évidemment. Quand ils sont petits, alors quand petit pour moi c'est maternelle, primaire, là c'est compliqué parce que le cerveau n'a pas fini sa maturation, donc forcément il peut vous dire, il saura même pas vous dire que forcément que ça va pas, ou des fois ils peuvent le dire que ça va pas mais ils savent pas pourquoi. Et là évidemment il faut l'emmener voir un professionnel pour pouvoir comprendre ce qui se passe chez lui. Moi, avec les plus jeunes, j'utilise beaucoup l'art-thérapie. Je trouve que c'est un outil qui est juste génial parce qu'il permet vraiment de faire dessiner, faire créer l'enfant. Alors moi, c'est dessin, peinture, ça peut être pâte à modeler, modelage. Enfin, j'utilise voilà, le matériel en fonction de l'enfant. Je définis par rapport à son profil. Et en fait, on s'aperçoit que l'enfant, il définit, mais... Et en fait, son inconscient va vous montrer via la création qu'il a fait, en fait, ce qui ne va pas. Il vous le fait noir sur blanc. Ah ben après, il faut savoir le décrypter. Mais c'est ça, pour ça, c'est assez génial. Donc, même si en soi, je ne sais pas pour quelle raison, vous ne pouvez pas l'emmener voir un professionnel, même si encore une fois, je vous le recommande grandement. N'attendez pas, laissez pas pourrir les situations, hein, parce que si enfant, ça va pas, à l'adolescence, ça va s'amplifier, ça va être pire. Et là, j'ai assisté à des trucs terribles d'enfants qui déjà avaient des prémices jeunes à insulter leurs parents, etc., à avoir envie de les taper et tout. Et là, on les voit se transformer en adultes et c'est une catastrophe, en fait. C'est une catastrophe parce que ça devient des ados violents qui pètent les portes, qui tapent dans les murs et des fois qui frappent leurs parents. Donc voilà, et souvent c'est ce que je dis, il ne faut pas attendre quand un ado, un enfant ne va pas bien, il lui faut une prise en charge parce qu'il y a des choses émotionnellement qui sont déréglées, il y a un manque d'affection, il peut y avoir plein de choses, il y a plein de raisons différentes, hein. Encore une fois, c'est en fonction de chacun, donc c'est pas facile à définir, on ne peut pas faire de généralité là-dessus. Mais en tout cas, n'attendez pas, ça c'est vraiment le conseil que je peux vous donner, et encore une fois, écoutez le besoin de votre enfant. Des fois, vos enfants, vos ados, ils ont juste besoin de présence, encore une fois, et d'être écouté. Et des fois, il n'y a même pas de solution à trouver, en fait. C'est juste, il avait besoin de déposer un truc qui ne s'est pas bien passé pour lui, un fardeau, ou, je sais pas, il avait une demande à faire à un de ses parents ou aux deux. Et une fois qu'il a écouté, enfin qu'il a été écouté, ou alors qu'il a, encore une fois, déposé sa souffrance qui n'allait pas pour lui, en fait, des fois, il y a juste besoin de ça. Et puis, l'enfant, surtout, alors quand ils sont petits, des fois, et puis il passe à autre chose après, puis c'est fini. Je parle dans les cas où c'est light.
Si on est sur des cas, par exemple, de harcèlement, bien évidemment que là, il faut une prise en charge. Vous ne pouvez pas le laisser comme ça. Vous pouvez l'écouter, vous pouvez bien évidemment informer le prof principal, le directeur de l'école, etc. Mais il y a un moment, il faudra qu'il ait une prise en charge parce que s'il y a eu harcèlement, généralement il y a traumatisme derrière. Les traumatismes, il faut qu'ils soient gérés pour pas qu'ils se les portent à l'âge adulte. Si vous êtes harcelé pendant l'enfance ou l'adolescence, ou si vous l'avez été, parce que ça peut parler à tout le monde, bien souvent c'est qu'il y a eu des parents toxiques. Alors ça peut être un ou deux, mais en tout cas il y a de la toxicité dans la famille. Et l'enfant étant habitué à vivre cette toxicité, pour lui c'est sa normalité. Donc dans les groupes dans lesquels il va être intégré, de nouveau il va retrouver cette même toxicité. Donc ça peut démarrer à l'école, ça peut démarrer au lycée, au collège. Et dans sa vie d'adulte, ça va continuer dans le boulot, en fait. Il va attirer des chefs toxiques. Et puis, en fait, la toxicité, tant qu'elle n'est pas réglée au niveau de la première blessure, des blessures fondamentales de l'enfant, elle va perdurer. Donc, on va retrouver des situations similaires toute sa vie, toujours les mêmes déclencheurs, et ça va être une grande souffrance. Et si le problème racine, le trauma racine n'est pas réglé, ça va continuer, s'amplifier jusqu'à ce que la personne comprenne qu'il est temps qu'elle se prenne en charge et qu'elle fasse un travail sur elle. Effectivement, je vous reparle de la toxicité parce que, bien entendu, c'est ce que je vous disais, c'est le combo gagnant, hein, mère toxique, père absent. Là, vous avez la totale pour partir un peu en étant en vrac et un peu abîmé dans votre vie d'adulte. Donc là, le sujet d'aujourd'hui, c'est le père absent. Donc, un papa qui est absent, ça peut provoquer, comme je disais, des blessures émotionnelles qui vont persister tout au long de la vie. Donc les études, elles ont montré aussi que l'absence du père peut entraîner aussi des problèmes de situation financière, de santé même financière, mais aussi sociale et physique et mentale. Donc en fait, ça peut interagir sur tous les domaines de vie. Donc ce père absent, comme je le disais, il peut être absent physiquement, mais aussi symboliquement. Donc le papa peut être absent, par exemple, si les parents se sont séparés et que le père, du coup, a peu ou pas de contact avec les enfants. Ou alors ça peut être sur le plan émotionnel, lorsque le couple donc est ensemble, mais que le père ne participe pas à l'éducation des enfants. Donc ce type de père, il peut avoir un manque d'empathie. Donc généralement, ce sont des hommes qui ont peu de liens émotionnels avec leurs enfants et aussi avec les gens en général. Ils entretiennent des relations assez superficielles. Généralement, ce type de père, il est absent parce qu'il veut l'être, en fait. Il ne se met pas à la place de sa femme ou de ses enfants, parce que peu d'empathie, évidemment, et il va fuir la responsabilité d'être parent. Donc, en fait, il crée des liens émotionnels qui vont être très faibles avec ses enfants. Après, il peut avoir un autre profil, ça peut être aussi une immaturité émotionnelle. Donc, les pères qui n'ont pas mûri émotionnellement ont des difficultés à se lier, et en fait, ils ne veulent pas grandir. Donc, ils ont peur des obligations et sont souvent des personnes avec des comportements toxiques. L'immaturité émotionnelle, on l'a vu avec la maman, hein, mais elle peut être le résultat d'un traumatisme infantile. Donc, généralement, ces pères-là, par exemple, ils peuvent avoir des mères qui les ont abandonnés quand ils étaient enfants, ou alors confiés à la grand-mère, par exemple, parce que ça se faisait beaucoup à une époque, de confier les enfants aux grands-parents, et puis les parents, eux, partaient travailler ailleurs, dans une autre ville, etc., pour gagner de l'argent. Donc en fait, ces pères-là qui sont émotionnellement immatures, en fait, ils vont vivre comme des adolescents et ils ne savent pas exprimer leurs émotions. Ils sont bloqués. Souvent, c'est des taiseux aussi, hein, c'est ce qu'on dit. Après, ils peuvent être aussi responsables. Donc, beaucoup de pères absents décident simplement d'échapper à la responsabilité d'élever un enfant. Ils agissent comme si cet enfant n'existait pas. Et en fait, ils laissent toutes les obligations à la mère. Et enfin, on peut retrouver aussi des pères qui regardent que leur nombril. Donc ça, ce sont des pères très égocentriques. Ils font en fait tous ces projets de vie, il les fait mais sans considérer ses enfants. Il va toujours donner la priorité à d'autres thèmes, à d'autres activités comme le travail, l'argent, la vie sociale avec les amis, les sports ou toute autre chose. Hein, parce que en fait, ses priorités, ce sera jamais sa famille. Donc ni sa femme et encore moins ses enfants. Et enfin, on retrouve aussi ce profil, ce qu'on appelle les bourreaux de travail. Donc là, en fait, ce sont des pères, des hommes qui vont être obsédés par le travail, qui passent 12 heures au plus au bureau. Et même pendant les vacances, ils ne peuvent pas se déconnecter et vivre avec leurs enfants. En fait, ils en sont incapables.
C'est-à-dire que leurs envies matérielles et leurs ambitions professionnelles vont toujours être en priorité. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que ça va mettre en péril le lien qu'il pourrait potentiellement avoir avec ses enfants. Et ça donne des pères qui bien souvent arrivent à la retraite. Donc là, quand ils ont fini de faire le tour de toutes leurs petites priorités, à savoir leur travail, leurs ambitions professionnelles, l'argent, leurs copains, leurs machins, qui potentiellement en fait commencent à prendre conscience que la mort se rapproche et qui finalement vont avoir d'un seul coup envie de faire du lien avec leurs enfants, avec leur famille, sauf que ne l'ayant jamais créé depuis la petite enfance, on se retrouve dans des incohérences en fait, de vouloir avoir une proximité avec les enfants alors qu'en fait ce genre de père n'a jamais rien fait pour en avoir. Donc après ça peut se résoudre à condition que le père en question se remette en question et travaille un minimum sur lui, mais bien souvent c'est des profils ils ne le font pas, ou très peu. Et après ça va être aux enfants s'ils ont envie de faire ce travail sur eux justement, parce que en tant qu'enfant, quand tu hérites de ce genre de combo, la mère toxique, père absent, il va être compliqué aussi quand va arriver le moment où toi tu vas devenir mère ou père, de ne pas reproduire ce type de schéma. Parce que même si tu te dis en te construisant, ouais, je serai jamais comme mon père, comme ma mère, parce que tu sais le mal que ça a fait, la souffrance que ça a généré chez toi, on fonctionne par mimétisme en tant qu'enfant. On est très malléable, ce qui fait que même si tu veux pas, il y a de fortes chances que toi, à l'âge adulte, et quand tu auras tes enfants, tu développes ces comportements toxiques. Donc pour enrayer ça, il faut vraiment avoir des prises de conscience, ne pas avoir peur de regarder la toxicité de sa famille, ce qui peut être très dur, parce qu'on fonctionne avec des loyautés. Donc même si on sait que nos parents nous génèrent une grande souffrance, on peut avoir envie par loyauté de continuer à être en lien avec eux, continuer à être malmené, etc., alors qu'on sait que ça nous dessert. C'est pour ça que c'est un travail très profond qui n'est pas à prendre à la légère et qui prend du temps. Vous ne pouvez pas, en 2-3 séances de thérapie, dégager, 15, 20 ans, 25 ans, 30 ans de toxicité parentale. C'est impossible. Vous pouvez le dégager au fur et à mesure, mais ça prend du temps. Ça a mis du temps à se mettre en place à l'intérieur de vous, donc forcément, ça va prendre du temps à être dégagé. Alors évidemment, il ne vous faudra pas 15, 10, 20 ans ou 30 ans pour dégager toute la toxicité, bien évidemment que non, ça prend moins de temps que ça. Mais par contre, ce que je sais par expérience, c'est qu'en 2-3 séances, la personne qui vous dit ça, c'est un gros charlatan, elle vous raconte n'importe quoi. Donc l'idée, c'est d'avoir conscience que voilà, ça va mettre du temps à se dégager, mais par contre, ça se fait. Et c'est un travail qui est quotidien. Aller en séance voir un professionnel, évidemment, il faut le faire. Mais après, c'est moi, ayant conscience de tout ce qui se joue à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je mets en place quotidiennement pour pouvoir continuer à me dégager de cette toxicité. Encore une fois, les séances, c'est une aide, c'est vous donner des outils pour pouvoir vous dégager de ce qui vous gêne, mais il va falloir quotidiennement en fait mettre de la conscience sur ce que je veux changer. Et je dirais c'est là où ça devient un peu complexe et ça demande du courage, parce que déjà, par exemple, mettre de la distance avec des gens toxiques, surtout quand c'est dans votre famille, ça demande du courage, ça demande de faire le deuil des parents idéaux, peut-être de la fratrie idéale, etc. Et ça demande aussi le courage, des fois, de changer les relations qu'on entretient avec ses proches. Donc là, je ne parle pas forcément de la famille, ça peut être aussi le cercle amical, voire le cercle professionnel. C'est un moment, comment est-ce que je suis entourée? Est-ce que je suis entourée des bonnes personnes? Est-ce que ce sont des personnes qui me tirent vers le haut? Est-ce que je me sens bien une fois que j'ai été avec ces personnes ou est-ce qu'elles ont drainé mon énergie? Est-ce que, entre guillemets, on s'apporte mutuellement quelque chose? Ou encore une fois, est-ce que ce sont des liens toxiques? Et je le dis parce que quand tu as eu de la toxicité familiale, t'inquiète pas, tu vas le rejouer dans d'autres domaines à l'âge adulte. C'est, je vais pas dire c'est du 100%, mais c'est quand même un bon 99%, quoi. Et pour un enfant, le sentiment d'être mal aimé, non pris en charge ou abandonné, c'est comme si vous lui mettez plein de coups de poignard dans le cœur, quoi. Il vient d'arriver au monde et déjà, en fait, on lui enseigne que la vie, c'est dur, ça va être compliqué, que t'en prends plein la gueule. Je vous raconte même pas quand il y a une hypersensibilité. Et je le dis, je le rappelle, mais l'hypersensibilité, quelqu'un qui en a pris plein la tête, qui est hypersensible, durant l'enfance, en fait, ça va donner quelqu'un de très, très dur. Très, très dur à l'âge adulte s'il n'a pas fait un travail sur soi. Et comme je l'évoquais, donc il va y avoir 6 conséquences sur ta vie d'adulte si tu as eu un père absent.
parce qu'encore une fois, ça laisse des séquelles psychologiques qui peuvent durer toute la vie. La première conséquence, ça va être que ces enfants à l'âge adulte, ils vont avoir tendance à être plus émotionnellement détachés. Ils ont du mal à établir des liens émotionnels qui vont être forts et durables. Et de nombreux enfants de parents absents, en fait, donc du père absent notamment, là, c'est ce qu'on évoque, ils vont répéter en fait ce comportement nocif lorsqu'ils auront leurs propres enfants. C'est ce que je vous disais, d'où l'importance de travailler sur soi. Donc ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, ils ont tendance à être plus insécures. Donc en raison de la souffrance émotionnelle causée par l'absence du père, ils ont tendance à être plus précaires et en fait, ils ont peur de la déception et de l'abandon. La peur de l'abandon peut générer une énorme dépendance émotionnelle à l'égard des autres. Donc ça, si vous êtes en dépendance affective, ça c'est un des plus grands pièges parce que bien souvent, on confond l'amour et la dépendance affective. La dépendance affective, encore une fois, n'est pas de l'amour. C'est juste, je suis en train de compenser avec l'autre personne tous les vides que mes parents n'ont pas pu me donner quand j'étais enfant et dont j'aurais eu besoin en fait pour pouvoir être un être adulte sain et équilibré. Encore une fois, quand tes besoins ils sont comblés en tant qu'enfant par tes parents de façon saine et équilibrée, mais en fait, voilà, 1 + 1 ça fait 2. Hein. Tu arrives dans l'âge adulte, t'es prêt à croquer la vie à pleines dents. Je dis pas que tu n'auras jamais de pète dans ta vie, bien sûr que si, tu en auras, comme tout le monde, hein. La souffrance, de toute façon, elle fait partie de la vie, c'est comme ça. Mais tu seras mieux armé, entre guillemets. Tu seras moins impacté par les événements que la vie va te mettre sur ton chemin. Et d'autant plus que cette dépendance affective, tu vas rester dedans. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu n'as tellement pas d'estime pour toi-même et tu n'as tellement pas de confiance en toi que tu ne sais pas ce que c'est que de t'aimer et te respecter. Donc tu vas laisser tout le monde et n'importe qui t'approcher en fait et faire un peu ce qu'ils veulent avec toi parce que ça te donne un minimum de valeur. Tu vas chercher ta valeur chez les autres, ta confiance en toi, tu vas la chercher chez les autres. Tu vas tout le temps avoir besoin d'être approuvé, d'être validé par l'extérieur parce qu'en fait, tu n'as pas cette capacité à le faire pour toi-même. Et vu qu'on ne t'a pas appris ce que c'était que développer l'amour de soi, son amour propre, en fait, tu vas le chercher chez l'autre. Sauf que quand tu as ce vide intérieur, ce gouffre affectif, j'ai envie de te dire, eh ben, généralement, tu vas chercher à le compenser avec l'autre. Et ça donne pas de l'amour, en fait, ça donne juste de la dépendance. Et généralement, quand tu as ce type de profil, tu vas attirer les gens toxiques à toi. Ça aussi, c'est assez basique, mais c'est quand même ce qu'on retrouve très fréquemment. Et donc ça, d'ailleurs, c'est la 3e conséquence de ce que j'évoquais. Donc on va avoir une tendance à avoir une faible estime de soi. Et en fait, le rejet paternel, ça peut compromettre l'estime de soi et laisser un vide qui va être difficile à combler, d'où la dépendance affective. Ensuite, la 4e conséquence, ça va être que, en fait, ces enfants-là, une fois adultes, ils vont être plus sujets aux troubles psychologiques. La souffrance qui va être générée par l'absence du père, ça peut souvent avoir de graves conséquences psychologiques comme la dépression, l'anxiété, mais aussi la boulimie et l'anorexie. Encore une fois, hein, je parle de l'absence du père, on se rappelle, hein, il peut être là physiquement, mais ne pas être là symboliquement, complètement absent, coupé de ses émotions, ne faisant aucun lien. Et j'en viens aussi à ma 5e conséquence que j'ai déjà évoquée, mais donc ça va être des sujets qui vont être beaucoup plus susceptibles de nouer des relations toxiques en raison de cette faible estime de soi et d'un manque d'affection. Les personnes n'ayant pas de père présent, elles peuvent avoir des problèmes à établir des relations amoureuses saines. Par crainte de devoir à nouveau perdre quelqu'un, beaucoup vont être incapables de couper certains liens négatifs et de vivre des relations malheureusement qui vont être maltraitantes, abusives et surtout malheureuses. Donc on peut conscientiser à travers toutes ces conséquences que la place du père, en fait, elle est essentielle dans la vie de l'enfant, autant que celle de la mère. Oui, la mère, elle porte l'enfant, elle l'a en elle. Effectivement, ça va être son premier grand amour, sa maman. Mais le père, il représente aussi l'autorité. Entre guillemets, c'est le chef de tribu, hein. Pour moi, l'homme et la femme sont complémentaires. Le père et la mère sont complémentaires. C'est pas, il y en a un qui est mieux de l'autre que l'autre, parce que ce moment, j'ai l'impression que quand je regarde ce qui se passe, on est beaucoup à opposer l'homme et la femme. Je trouve ça lamentable. Je dis franchement, c'est pas ça. C'est l'homme et la femme, ils sont différents et ils sont beaux dans leur complémentarité. Et le père et la mère, c'est la même chose. Ils sont beaux dans leur complémentarité. Ils vont pas apporter la même chose à l'enfant. C'est pour ça que c'est aussi important d'avoir une mère qui soit présente qu'un père qui soit présent. La présence parentale, elle est indispensable pour l'équilibre de l'enfant.
Et c'est pour ça, je reviens encore là-dessus, mais si en tant que parent, vous sentez que vous avez des défaillances, que vous avez eu des grosses souffrances dans votre vie, que vous-même, quand vous observez les parents que vous avez eus, il y a de quoi faire, moi j'ai envie de dire, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour vos enfants et pour vos petits-enfants. Parce que tout ce que vous débloquerez à votre niveau en tant que parent, vous allez voir comme c'est magique sur les enfants. Des parents qui vont bien, c'est des enfants qui vont bien, hein. Et ça se vérifie. Et il n'y a rien de pire que des parents qui sont dans le déni de leurs propres blessures parce que c'est les enfants qui vont le porter. Et après, on va dire, oui, mon enfant, il a un problème. Ouais, mais à la base, c'est toi qui l'as le problème, sauf que tu ne veux pas le voir. Et enfin, la dernière conséquence, la 6e conséquence, ça va être que ce sont des personnes qui sont être beaucoup plus sujettes aux addictions. De nombreux enfants, de parents absents, père, mais bon, parents absents, ça peut s'appliquer aux deux, ils vont évidemment tenter de compenser ce manque d'une autre manière, donc en étant dans la drogue, l'alcool. Donc toute forme d'addiction, ça peut être l'addiction au sexe aussi, les achats compulsifs, l'addiction au jeu, à la bouffe et tout. Vous pouvez retrouver toutes les formes d'addiction. Pourquoi ? Parce que je suis en train d'essayer de combler le gouffre intérieur, le gouffre affectif que j'ai au fond de moi. Donc tout petit passé. Et je parle des jeux parce que c'est aussi beaucoup le cas de jeunes que j'accompagne. Mais encore faut-il regarder les études parce qu'elles sont intéressantes là-dessus. Les plus grosses addictions, souvent, c'est les gens de ma génération de la quarantaine. Et souvent, les addictions au jeu, c'est quoi ? C'est je m'évade de la réalité, qui est trop dure, qui génère trop de souffrance chez moi, pour m'anesthésier, me lobotomiser avec les jeux. Et ce qu'il va y avoir derrière ça, c'est je quitte la réalité concrète pour rentrer dans la réalité virtuelle, où je sais qu'on ne me fera pas de mal. En même temps, j'ai le contrôle. Je contrôle mon personnage. Et je pense que ça peut être sécure d'entrer dans cette réalité virtuelle, de se créer un monde finalement qui n'existe pas, mais qui existe dans l'aspect virtuel de la chose, où je suis entourée, où je peux jouer en réseau. Et effectivement, pendant que je suis en train de me lobotomiser avec les jeux, en fait, je ne suis pas en lien avec ma souffrance. Des fois, ça se limite juste à ça. Donc voilà pour les 6 conséquences d'avoir un père absent dans sa vie. Alors évidemment, ça engendrera, là je vous parle des généralités, mais après je pourrais encore affiner plus si vous êtes une fille ou si vous êtes un garçon, parce que effectivement les conséquences seront, on pourrait dire, encore un peu différentes. Chez un garçon qui se construit par rapport à son père, qui construit sa virilité par rapport au modèle que le père va lui donner, évidemment, ça va avoir cet impact-là de si mon père est absent, sur qui je vais pouvoir m'appuyer pour me développer en tant qu'homme, qui va me montrer en fait ce qu'est la virilité saine, j'entends, et comment arriver dans ma vie d'adulte en étant un homme sain et équilibré. Chez la petite fille, ça va générer encore autre chose, mais je pense que je vais faire un podcast spécifique sur filles-garçons pour que vous puissiez avoir les conséquences directes de ce que ça peut générer dans votre vie d'adulte. Donc, pour synthétiser tout ça, évidemment, comme on l'aura compris, avoir un père absent, ça laisse des traces profondes. Mais évidemment, il est possible d'aller de l'avant et de trouver le bonheur. L'idée, c'est pas de plomber, c'est juste de conscientiser là. Et si vous avez eu un père absent, la première étape, évidemment, pour aller de l'avant, ça va être d'accepter les émotions qui sont générées par cette relation. Encore une fois, même si vous êtes adulte, ces émotions, elles sont toujours là. C'est juste qu'elles sont refoulées dans une part de vous. Donc, si à un moment, il y a un déclencheur qui fait que ça fait remonter ces émotions de souffrance en lien avec l'absence du père, mais laissez-les vous traverser. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Ne retenez surtout pas vos émotions. L'idée, c'est pas non plus qu'elles deviennent maîtresses de vous. On reste maître de ses émotions, ça c'est important, mais on les laisse nous traverser. Et on sait parfaitement comment faire, étant donné qu'on le fait depuis l'enfance. Il faut juste s'autoriser à le faire. Donc ça va être la première étape. Et après, il va être évidemment important de garder à l'esprit que vous n'êtes pas responsable des choix des autres. Mais qu'en fait, vous pouvez prendre en charge votre vie. Encore une fois, à aucun moment on se met en charge... je vais réparer mon père, je vais le sauver, je vais le guérir, je sais pas quoi. Non, pas du tout. Ça, c'est sa responsabilité en tant qu'homme, en tant que personne. Chacun est responsable de sa vie. Tout comme quand vous faites une thérapie, vous êtes responsable de votre thérapie. C'est pas la thérapeute. Moi, par exemple, c'est un truc que je dis souvent. Je ne suis pas responsable de votre thérapie. Moi, je suis responsable de votre accompagnement, des outils que je mets en place pour vous aider.
Mon job, c'est ça, c'est de vous accompagner pour aller vers là où vous voulez aller. Et encore une fois, c'est vous, en fonction de l'investissement que vous faites dans votre thérapie, qui aurez les résultats ou pas. Ça dépend de chacun. Mais quand on est vraiment en souffrance, moi, ce que je sais par rapport à mon expérience, c'est que les gens réellement en souffrance, ils veulent vraiment du changement et eux, ils s'investissent toujours vraiment. Après, vous avez les cas des gens qui viennent mais qui veulent se plaindre. Et là, moi, ça c'est personnel à moi dans mon métier, mais moi, ces personnes-là, je les renvoie vers quelqu'un d'autre, je les accompagne pas. C'est pas ça que je veux. Moi, ce que j'aime dans l'accompagnement que je fais avec les gens, c'est observer leur transformation. C'est de voir d'où ils sont partis et de voir là où j'ai pu les accompagner à aller pour atteindre leurs objectifs de vie. Quelqu'un qui vient en séance et qui est tout le temps en train de répéter la même chose en boucle, pour moi, ça n'a aucun intérêt, c'est une perte de temps. Et moi, c'est pas ce qui me nourrit dans mon métier. Moi, ce qui me nourrit dans mon métier, c'est de voir les gens évoluer et aller vers leur épanouissement et voir en fait le courage qu'ils ont d'oser regarder ce qui leur fait du mal et de commencer à transformer les choses dans leur vie. Donc ça, comme je disais, ça demande du courage. Moi, je trouve ça toujours très courageux. Je dis toujours, de toute façon, le plus dur, c'est de prendre le premier rendez-vous. Une fois que le premier rendez-vous c'est fait, après, voilà, la machine est lancée. Mais voilà, ça demande du courage de passer le premier coup de fil et de dire je veux un rendez-vous parce que je sens que je ne vais pas bien et je sens que mon enfant ne va pas bien, etc. etc. Donc, n'oubliez pas que tout ce que vous réglez pour vous, ça impacte tout votre environnement direct. Donc, ça va impacter votre famille construite, mais aussi votre famille d'origine. C'est une grande libération pour tout le monde. Donc, ne sous-estimez pas le pouvoir que vous pouvez avoir sur vous-même et par effet domino sur les autres. Évidemment, je parle dans l'aspect positif. Plus vous libérez, plus les autres se libèrent. Et pour finir, si vous n'êtes pas en mesure de surmonter cette douleur, toute cette souffrance qui vous accable, donc là, évidemment, il est temps de vous retrouver, de vous rechercher un soutien, un thérapeute qui pourra vous donner les outils pour vous aider à voir cette situation en fait sous un autre prisme. Parce que avoir des parents toxiques, absents, etc., encore une fois, je ne cherche pas à excuser qui que ce soit, mais ce sont souvent des êtres humains malades qui ont trop de traumatismes, trop de blessures pour réussir à avoir des comportements d'adultes sains et équilibrés. Mais encore une fois, on n'est pas là pour les guérir. On est là pour se guérir soi et pour arrêter ce schéma au niveau transgénérationnel. Parce qu'encore une fois, si vous regardez vos parents qui ont été toxiques avec vous, absents ou autres, regardez leur enfance, généralement, c'est pas mieux. Il y a eu peut-être de la violence ou de l'alcoolisme, enfin, vous pouvez tout envisager de toute façon, de l'inceste, des viols, bref. Et si vous regardez, encore une fois, l'enfance de vos grands-parents qui eux-mêmes étaient toxiques, etc., etc., vous pouvez remonter longtemps comme ça et vous allez voir que généralement, il y a une racine quelque part. Et que cette toxicité, elle a pris part... alors, on est impacté par les 5 à 7 dernières générations. Elle a pris part quelque part dans l'arbre et en fait, elle n'a pas été gérée, cette racine-là. Donc, elle continue de perdurer de génération en génération. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me mettre des commentaires et à le partager si vous sentez qu'il y a des personnes autour de vous qui en ont besoin. Ça me fait toujours vachement plaisir de vous lire. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les commentaires, c'est un peu compliqué pour les gens parce que tout le monde m'écrit en message privé. Donc, mais c'est ok, c'est ok pour moi si vous ne sentez pas de mettre de commentaires. Mais je dis ça parce qu'au niveau des référencements YouTube, parce que je ne maîtrise pas encore tout à fait cet outil, visiblement, ça remet plus en avant mes vidéos, si j'ai bien compris. Donc voilà, en tout cas, si vous pouvez soutenir mon travail en le likant, ça me fera très très plaisir. Je vous remercie pour ça. Et encore merci pour vos messages, parce que ça me nourrit vraiment beaucoup de savoir que... En écoutant ce podcast, en fait, ça peut vous aider à comprendre mieux des choses de votre vie, à avancer. Et encore une fois, si vous sentez que je suis la bonne personne pour vous accompagner, n'hésitez pas. Moi, je fonctionne en présentiel et en visio, donc je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous aider si ça peut vous faire du bien. Et si tiens, je passe le message au passage. Il y a un stage là, le 14, 15 et 16 décembre, justement pour, encore une fois, on va traiter des mémoires transgénérationnelles, de la sensualité à travers le corps, parce que souvent on est dissocié quand on vit de la toxicité. Je fais le lien parce que c'est en plein avec le podcast là que je viens de faire. On est souvent en état dissociatif à l'âge adulte. On ne se rend pas compte, mais en fait, on est coupé d'une partie de soi et on ne vit pas pleinement sa vie. On est qu'à 50% au lieu d'être à 100%. Et là, il reste une place. Donc si vous sentez que ça résonne
que ça peut vous faire du bien de, voilà, ce que je disais, de libérer tout ce qui vous pèse en 2024 pour arriver en 2025 en étant en pleine forme et toute légère, en tout cas en ayant libéré pas mal de choses. Bah, moi, ça me fera super plaisir de vous accompagner. Encore une fois, je fais des petits groupes. Moi, j'aime pas forcément les gros groupes parce que je trouve que c'est plus intime et les moments de partage seront plus intenses parce que les gens osent davantage prendre la parole. Donc si vous sentez que c'est juste pour vous et que je suis la bonne personne pour le faire, bah, en tout cas ça me fera trop plaisir, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous parce qu'encore une fois, personne ne le fera à votre place et croquez la vie à pleines dents. Voilà, bonne journée.